Et pour mieux comprendre les enjeux de cette COP29, Fanny Petitbon, responsable France pour l'ONG 350.org, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, une réaction à la déclaration du président azerbaïdjanais. Selon lui, les pays ont le droit d'exploiter leurs ressources pétrolières et gazières. Bakou, hôte de la COP29, ça vous choque? C'est encore un pays producteur de pétrole qui accueille cet événement. C'est une pure provocation, ces mots dans la bouche du président d'Azerbaïdjan. La COP28, l'année dernière, qui s'est déroulée à Dubaï, donc pareil, dans un pays dont l'économie repose sur les énergies fossiles, avait permis de sonner le début de la fin des énergies fossiles. Il y a un tabou qui avait été brisé. Les gouvernements se sont engagés à ce moment-là à sortir des énergies fossiles, à tripler les capacités d'énergie renouvelable, à doubler l'efficacité énergétique. Et là, on voit un pays hôte qui dit en fait on va continuer le business as usual, on va continuer sur cette autoroute de l'enfer, alors qu'on sait bien que les politiques actuelles de lutte contre le changement climatique nous placent sur une trajectoire de réchauffement de plus 3,1 degrés. C'est absolument énorme, c'est très très loin de ce qui avait été convenu dans le cadre de l'accord de Paris, c'est-à-dire de rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique. Au premier jour de la COP29, un accord sur le calcul du marché des crédits carbone a été trouvé. Est-ce que c'est un bon signal ? Alors malheureusement non, c'est un accord qui a été en fait pas vraiment négocié à cette COP, c'est un comité qui avait planché dessus au mois d'octobre. Et en fait le problème des crédits carbone, c'est que ça permet en fait à des États de continuer d'acheter en fait un droit à polluer et d'acheter en fait des émissions à d'autres pays qui émettent moins. Et aussi en fait le texte qui a été adopté repose sur l'utilisation de technologies en fait qui permettent de retirer les émissions de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Des technologies qui sont extrêmement coûteuses, pas du tout encore, dont l'efficacité reste encore extrêmement à prouver. Et en fait, cette décision a été prise vraiment dans la hâte. L'ensemble des 200 pays n'ont pas pu se pencher sur le texte. Donc c'était pas vraiment un bon signal hier pour commencer la COP. Et quels sont les enjeux de cette 29e édition? L'objectif est-il financier? Oui, tout à fait. C'est vraiment une COP de la finance climat, puisque en fait les États doivent se mettre d'accord sur un nouvel objectif de financement climat. Jusqu'alors, les pays du Nord s'étaient engagés à fournir au plus tard en 2020 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud pour leur transition énergétique, mais aussi pour s'adapter au changement climatique. En fait, ce chiffre-là, c'était ridicule. Il est très très loin des besoins. Là, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait au moins 1000 milliards de dollars sur la table chaque année qui soient mis à disposition des pays du Sud, à la fois pour aller vers les énergies renouvelables, pour s'adapter, mais aussi pour faire face aux impacts irréversibles du changement climatique. Et ces financements-là, ils doivent être accordés sous forme de dons et non pas de prêts, qui restent la majorité des financements climat. Parce que ce sont les besoins concrets des pays en développement, plus d'argent, plus pour qu'ils puissent faire face au changement climatique. Oui, il faut agir dès maintenant. Parce que la facture des impacts, malheureusement, ne va faire qu'augmenter et chaque dixième de degré de réchauffement compte. L'émissaire américain s'est montré rassurant hier à Bakou, mais le retour de Donald Trump, on en a beaucoup parlé, la Maison-Blanche inquiète ses partenaires. C'est un climato-sceptique. Selon vous, faut-il être inquiet? C'est sûr que c'est un revers pour l'action climatique, mais c'est pas parce qu'un climato-sceptique prend les rênes de la Maison-Blanche que soudainement l'urgence climatique va s'arrêter. Il faut aussi se rappeler que les États-Unis, ce n'est pas juste la future administration Trump. C'est des États comme la Californie qui ont investi massivement dans les énergies renouvelables. C'est des entreprises, des citoyens qui sont extrêmement mobilisés, qui ont déjà dû répondre à un mandat de Trump fortement donc contre le changement climatique, donc ils sont prêts. Et aussi, en fait, il ne faut pas que ça serve d'excuse, cette arrivée de Donald Trump à d'autres pays pour ne pas monter au créneau. Je pense notamment à l'Union européenne, à la Chine, au Brésil, qui doivent se serrer les coudes, qui doivent investir dans le multilatéralisme, dans cet espace qu'est la COP, pour montrer que la lutte contre le changement climatique, c'est quelque chose qui se mène ensemble si on veut se donner une chance de rester sur une planète vivable. Donc rester mobilisés. Il y a bientôt 10 ans, 195 pays signés à Paris un accord historique, l'accord de Paris. 10 ans après, concrètement, on en est où? On n'est pas très bien. Les politiques donc actuelles des États nous mettent sur une trajectoire de réchauffement de plus 3,1 degrés d'ici la fin du siècle. Or, il faut tout faire pour essayer de rester sous 1,5 degré pour limiter la multiplication, l'intensification des inondations,
des cyclones, des sécheresses. Donc là, il y a une échéance qui a été donnée au gouvernement, c'est février 2025. C'est la date à laquelle, au plus tard, ils devront avoir remis leur nouveau plan climat, les contributions déterminées au niveau national, dans lesquelles ils doivent pouvoir montrer qu'ils sortent du pétrole, du gaz, du charbon, qu'ils investissent dans les énergies renouvelables, en particulier l'éolien, le solaire, mais aussi qu'ils apportent un soutien financier aux pays du Sud qui sont les plus durement impactés par le changement climatique. Donc la COP29, c'est le moment de braquer en fait les éclairages, le spotlight sur les gouvernements, leur mettre la pression pour que d'ici février, ils puissent être à la hauteur de l'urgence climatique. Alors une dernière question très rapidement, quel est le rôle et le poids des ONG? Est-ce qu'elles peuvent être entendues dans ce genre de sommet? Les ONG jouent un rôle extrêmement important. On y va en tant qu'observateur, observatrice, c'est-à-dire qu'on va voir ce que les États disent, à la fois ce qui est accessible au grand public, mais parfois aussi ce qui se négocie derrière les portes closes pour s'assurer qu'ils vont bien tenir leurs engagements. Donc ça, c'est très important, ce rôle de pression, de lobbying. Et puis, c'est aussi ce rôle de vulgarisation et pouvoir dire au grand public ce qui se passe justement dans le cadre de ces COP. Donc il y a à la fois un travail de plaidoyer, un travail de mobilisation et de faire porter les voix des populations les plus vulnérables. Merci Fanny Petitbon pour votre analyse sur la COP29 de Bakou.